Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la cité médiévale de Carcassonne, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Êtes-vous déjà allé à Carcassonne? Avec son château et ses remparts, la cité semble tout droit sortie d'un roman de fantaisie médiévale. Remontez le temps, ma compagnie, jusqu'au Moyen-Âge, à la découverte de l'histoire du plus formidable ensemble fortifié d'Europe. L'histoire de Carcassonne commence sur le site de Carsac, à 2 km au sud-ouest de la ville actuelle. Là, les archéologues ont trouvé des traces d'habitat datant de 800 ans avant Jésus-Christ. Vers 550 avant Jésus-Christ, ce premier village donne naissance à l'oppidum de Carcasso. Il permet d'offrir une vue dégagée sur la plaine environnante et le fleuve Aude, permettant une meilleure surveillance et protection. Une situation idéale en cas d'attaque sur Carcasso devient une étape incontournable sur la route qui relie Narbonne à Bordeaux. Conquise par les Romains en 122 avant Jésus-Christ, qui installent les premières pierres de la cité, elle va prospérer grâce au commerce du vin. Des vestiges de poterie étrusques et grecques le confirment, la cité gallo-romaine est au cœur des échanges marchands de la région. Au IIIe et IVe siècle, une première vague d'invasion des peuples germaniques fait vaciller l'Empire romain. Carcasso se dote alors d'une enceinte longue de 1200 mètres à partir du IIIe siècle. La ville se retranche derrière une première série de remparts. En 333, des textes d'un pèlerin mentionnent le Castellum de Carcassonne. Ces remparts sont encore visibles dans certaines parties de l'enceinte et servent de soubassement aux actuelles murailles. Les tours de la Marquière de Samson et du Moulin d'Avars sont les témoins en partie intacts de cette enceinte primitive. Cette muraille protège la cité des attaques extérieures tout en permettant de contrôler les passages sur la voie romaine située en contrebas. Au 5e siècle, de nouvelles attaques conduisent à la fondation du royaume wisigoth. La cité est occupée, puis à nouveau attaquée en 725 par les Omeyyades et en 759 par les Francs. Ce dernier épisode inspire la légende de Dame Carcasse, protectrice de la cité. Dame Carcasse, femme d'un prince musulman de Carcassonne, selon la légende, aurait repoussé l'armée franque de Charlemagne grâce à de multiples stratagèmes. Elle aurait notamment fait tomber du haut des remparts un cochon entier nourri du dernier sac de blé pour montrer à ses ennemis que la cité possédait encore de nombreux vivres pour tenir le siège. Ce cochon aurait été l'élément décisif qui aurait décidé Charlemagne à lever le siège, ce dernier pensant que les habitants n'étaient pas prêts à céder. En réalité, c'était le dernier cochon et il ne restait plus rien à manger. Dame Carcasse décide alors de faire sonner les cloches pour fêter la victoire, d'où le nom Carcasse sonne. En 888, la mort de Charles le Gros marque la montée en puissance des seigneurs locaux. En 1067, le comté de Carcassonne devient la possession de Raymond Bernard Trencarvel, vicomte d'Albi et de Nîmes. C'est le début d'une dynastie qui va marquer l'histoire de la ville. Au XIe siècle, Bernard Hatton IV, fils de Raymond Bernard, réunit les territoires hérités de son père et de sa mère, dominant ainsi le Bas-Languedoc. À Carcassonne, les Trencavel ordonnent la construction de la basilique Saint-Nazaire et de Saint-Esle, qui débute en 1096. Ils font aussi bâtir un palatium vers 1130 qui devint la demeure seigneuriale. Il sera à l'origine du futur château comtal de Carcassonne. Pour la ville, c'est une période d'abondance et d'expansion, avec la création de plusieurs faubourgs. C'est aussi une période d'indépendance pendant laquelle les Trencavel s'imposent face aux comtes de Toulouse et de Barcelone, leurs puissants voisins. À cette époque, la cité est riche, sa population est comprise entre 3000 et 4000 personnes, en incluant les habitants des deux bourgs qui sont édifiés sous ces murailles. Les bourgs Saint-Vincent situés au nord et le bourg Saint-Michel situé au sud de la porte narbonnaise. La ville se dote en 1192 d'un consulat composé de notables et de bourgeois, dont les noms nous sont parvenus à partir de 1294 par la liste des consuls, qui a été tenue sur plusieurs siècles. Ils sont chargés d'administrer la ville qui, en 1229, s'est en outre dotée d'une charte coutumière. Cette époque prend fin en 1209, avec le début de la croisade contre les Albigeois.
Pour bien comprendre les enjeux de la croisade des Albigeois, nous devons expliquer le catharisme. En 1208, le pape Innocent III, confronté à la montée du catharisme, appelle les barons du Nord à se lancer dans la croisade des Albigeois. Le comte de Toulouse, Raymond VI, accusé d'hérésie, et son principal vassal, le vicomte de Trencavel, sont la cible de l'attaque. Première croisade interchrétienne, celle menée contre les Albigeois, s'inscrit dans le double processus de renforcement du pouvoir de la papauté et celui du roi de France. Au début du XIIIe siècle, le Languedoc est partagé entre l'influence du roi d'Aragon, celle du comte de Toulouse et celle du vicomte de Trencavel. Le catharisme y est fortement implanté. Il s'oppose aux ambitions théocratiques du pape Innocent III qui lance en 1202 la croisade contre les Albigeois. À la tête des barons du Nord, Simon de Montfort conquiert d'abord les terres de Trencavel, puis s'empare du comté de Toulouse dont le comte Raymond VII entreprend la reconquête. Assiégée, la cité de Carcassonne tombe au bout de 15 jours de siège, le 15 août 1209. Raymond Trencavel est vaincu par Simon de Montfort, chef militaire de l'expédition, qui s'empare de la place. Le futur Louis VIII relance la croisade en 1226. Elle prend fin en 1229. Raymond VII est confirmé comme comte de Toulouse, mais doit donner sa fille à Afonso de Poitiers, frère du roi. Ce mariage prépare le rattachement à la couronne de France, qui sera effectif en 1271. Le catharisme est un mouvement chrétien apparu en Europe au XIIe siècle, qui rejette l'Église romaine, qui l'accuse de ne pas respecter les idéaux du Christ. Dans le sud de la France, 4 églises adoptent cette doctrine: Albi, Val d'Aran, Toulouse et Carcassonne. 17 ans plus tard, en 1226, Carcassonne est rattachée au domaine royal français. La croisade, elle, s'achève en 1229. En 1240, Raymond Trencavel tente de reprendre ses terres avec l'appui de certains faubourgs, sans succès. En représailles, Louis IX fait raser les habitations des traîtres qui doivent s'installer sur l'autre rive de l'Aude. Carcassonne se dédouble. Sur la rive droite se tient la cité médiévale, tandis que sur la rive gauche, un nouveau bourg apparaît. C'est la naissance de la Bastide de Saint-Louis. C'est au XIIIe siècle que la ville prend l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. L'ancien palais des Trencavel devient un château comtal, tandis qu'une seconde enceinte de 1600 mètres vient doubler le rempart gallo-romain. Sous les règnes de Philippe III le Hardi et de Philippe IV le Bel, les fortifications de Carcassonne se modernisent. Les murailles sont équipées de meurtrières pour le tir à l'arbalète et de nouvelles portes sont érigées. Dans la monumentale porte narbonnaise, désormais Carcassonne est réputée imprenable. La ville est maintenant un centre politique, administratif et militaire. Elle est aussi un poste de défense stratégique depuis 1258 et le traité de Corbeil, qui place la frontière entre la France et l'Aragon à proximité. En 1659, le traité des Pyrénées met fin à la guerre franco-espagnole, commencée en 1635. Avec le déplacement de la frontière vers le sud, Carcassonne perd son statut privilégié. Quand arrive le XIXe siècle, son ancienne puissance n'est plus qu'un souvenir lointain. Napoléon fait raser de la liste des places fortes en 1804. Des habitations misérables sont bâties entre les lys, prenant appui sur l'enceinte intérieure. Laissées à l'abandon, ces murailles sont démantelées pour être vendues par morceaux aux maçons locaux. Il faudra attendre 1840 pour que la cité de Carcassonne retrouve ses lettres de noblesse. Cette année-là, l'historien et archéologue carcassonnais Jean-Pierre Cross Maillrevieille obtient le classement de la basilique en tant que monument historique. Par la suite, Prosper Mérimée, inspecteur national des monuments historiques, se rend sur place. Il dresse un état des lieux des travaux nécessaires et en confie la direction à Eugène Viollet, le duc. Ce dernier restaure d'abord la basilique Saint-Nazaire, réputée pour ses vitraux flamboyants. Puis il fait consolider les parties hautes de l'architecture militaire romaine et médiévale. Commencé en 1853, achevé en 1911, cet immense chantier de restauration a rendu sa splendeur d'antan à la cité médiévale. Aujourd'hui, vous êtes près de 4 millions chaque année à venir le visiter, avec son château et ses remparts, la cité de Carcassonne, et une merveilleuse découverte. Comme on l'a vu, les traces de la succession des étapes de construction sont encore visibles sur ces murs
Et c'était de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les pierres du monument sont encore imprégnées des espoirs et des douleurs de l'époque cathare. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.